Vous êtes sûrement les faux rires qui apprécient le plus mes blagues. L'acteur populaire de sitcom John Ritter nous a quittés la nuit dernière. Il était âgé de 54 ans. John Ritter a été propulsé au sommet de la gloire dans les années 70 par la sitcom Vivre à Trois. John avait une énergie sans limite. Il n'avait pas besoin de parler pour être drôle. Ses fans et ses amis l'admiraient. Son super pouvoir, c'était la gentillesse. John était très serviable. À 50 ans passés, il connaît à nouveau le succès grâce à la sitcom Touche pas à mes filles. John était une star de la chaîne ABC dans les années 70 et s'est redevenu une star d'ABC dans les années 2000. Mais son retour n'a pas été sans conséquences. Il essayait de faire attention à sa santé. John a repoussé ses limites toute sa vie. Il était tourmenté. Et il lui a réservé un sort cruel. Mon père nous disait, si t'es malade, garde-le pour toi. L'homme de 54 ans a été conduit à l'hôpital après avoir fait un malaise sur le tournage de sa nouvelle sitcom. Tout s'est dégradé extrêmement vite. Comme le tour de magie, quand on allume un papier et que ça fait et plus rien. John Ritter est mort sur la table d'opération, pendant que les chirurgiens faisaient tout leur possible pour suturer son aorte. Il était relativement jeune et en bonne santé. Sa mort brutale n'en est que plus déroutante. Comment est apparue cette déchirure sur l'aorte de John? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Le certificat de décès de John Ritter indique que sa mort a été causée par une dissection aortique. Une fois le tissu de l'artère principale du corps déchiré, les constantes vitales de John se sont dégradées et son cerveau a été privé d'oxygène en très peu de temps. Ce cas de décès est très rare. On sait ce qui l'a tué, mais on ignore pourquoi la dissection est apparue et comment elle a évolué. Qu'est-ce qui a causé cette déchirure qui lui a coûté la vie? 2001, Beverly Hills, Californie, 2 ans avant sa mort. L'acteur John Ritter, âgé de 52 ans, s'apprête à passer un scanner complet. C'est Amy Yasbeck, sa seconde femme, qui l'a encouragé à passer cet examen après en avoir entendu parler dans l'émission d'Oprah Winfrey. Grâce à une technologie dernier cri, une image de chaque organe et de chaque tissu du corps de John va être reconstituée. Je suis convaincu que John ne voulait pas que son âge soit un frein à sa carrière. Alors il devait faire attention à sa santé. John est remarié depuis 2 ans avec Amy Yasbeck. Ils se sont connus sur le tournage du film à succès Junior le Terrible. Elle avait la force de caractère nécessaire pour pouvoir rester avec John. Ils formaient une équipe. En rentrant, John assure à Amy que les résultats de son scanner sont bons. C'est une bonne nouvelle pour l'acteur, car il veut toujours être prêt au cas où un rôle se présenterait. Il était comme un lion en cage, toujours à l'affût. John était resté en haut de l'affiche avec son ami Henry Winkler pendant 10 mois, grâce à The Dinner Party de Neil Simon. J'adorais partager la scène avec lui. Il était aussi juste en jouant un drame qu'en jouant une comédie. Il adorait le théâtre parce que c'était comme un tête-à-tête avec son public. John était extrêmement rigoureux. Quand il arrivait sur un tournage, on n'avait pas le droit à l'erreur. Les journées sont longues et éreintantes pour les acteurs plus âgés, mais John ne relâche pas ses efforts. John avait une énergie sans limite. Au premier coup d'œil sur son dossier médical, il semblerait que John Ritter était en bonne santé malgré ses 54 ans. Sa femme a déclaré que son scanner ne montrait aucune anomalie. À l'époque, les scanners étaient relativement récents, et s'ils étaient correctement réalisés, les comptes rendus étaient fiables et permettaient de déceler de nombreux problèmes de santé.
il n'y avait aucun signe que l'aorte de John pouvait être endommagée. Jonathan Southworth Ritter est né en 1948 à Burbank, en Californie, de l'union du légendaire chanteur de country Tex Ritter et de l'actrice Dorothy Fay. Il a été exposé à la célébrité très jeune. Il était encore enfant. Qui est ton guitariste préféré? Toi, Merci. Qui est ton modèle? Tarzan. John était un pur produit d'Hollywood. Son père, Tex Ritter, était très connu. C'était une star à Hollywood. John a donc toujours su ce qu'était la célébrité. Enfant, John voit son père à l'écran et le considère comme le cowboy intrépide qui arrête les méchants. John Ritter a toujours dit que personne ne faisait mieux semblant de se battre que son père. Son frère et lui regardaient les films de cow-boys de leur père, avec la bagarre et les pistolets. Quand il rentrait, on lui disait « On t'a vu frapper les méchants ». Mais la vie de famille des Ritter n'est pas de tout repos. À l'âge de 2 ans, on diagnostique au frère aîné de John une paralysie cérébrale qui altère l'élocution et la motricité. J'étais le grand frère, mais John a dû endosser ce rôle pour me protéger, car les autres enfants se moquaient de moi. Parfaitement conscient des difficultés du métier, Tex Ritter a tout fait pour dissuader ses fils de suivre ses pas. La dernière chose que Tex Ritter souhaitait, c'était de voir un de ses enfants se lancer dans le show business. Il savait à quel point c'était difficile de réussir. Pourtant, le talent naturel de John le conduit dans une école d'art dramatique de Los Angeles. Il excelle en improvisation. Il était authentique. Il comprenait la condition humaine avec une certaine profondeur. Le talent de John ne passe pas inaperçu. On lui propose rapidement des rôles dans des programmes incontournables sur les chaînes du câble, comme La Famille des Collines et MASH. La carrière de John Ritter a démarré sur les chapeaux de roue. Il a vite fait sa place à Hollywood. Mais ce qui le révèle au grand public, c'est son rôle de Jack Tripper dans la sitcom de 1977, Vivre à 3. Tout le monde parlait de sa performance hebdomadaire dans Vivre à 3. Les téléspectateurs regardaient la série en famille et n'attendaient qu'une chose, que John se casse la figure ou qu'il recrache ce qu'il buvait. Il marque des points auprès des téléspectateurs et des critiques. Cette série, c'était une catastrophe. C'était très mal écrit. Mais je regardais quand même toutes les semaines, juste pour John Ritter. Son potentiel comique, vous savez, était sans limite. Il n'avait pas besoin de parler pour être drôle. Grâce à ce rôle, il obtient un Emmy Award et un Golden Globe. Avant, on ne décernait pas de prix à ce genre de comédie. John Ritter a été le premier à en recevoir un. Le succès fulgurant de John est à double tranchant, car il souhaite être pris au sérieux en tant qu'acteur. Ça a pris un peu de temps pour que les gens comprennent que John pouvait avoir un rôle sérieux. C'est vrai qu'il disait « Parfois, j'aimerais ne pas avoir été mis dans une case ». Au cours de ses 35 ans de carrière, John a joué dans plus d'une centaine de films et séries télé, dont le film à succès inattendu Sling Blade, qui a fini par être oscarisé. Il y jouait aux côtés de Billy Bob Thornton. Malgré le succès du film, Ritter n'a jamais été considéré comme un acteur sérieux à Hollywood. Parfois, il s'apitoyait sur son sort, parce qu'on ne lui proposait pas les rôles qu'il aurait aimé avoir. Avec du recul, on se rend compte que John était toujours en quête d'un vrai rôle. J'essaye de déterminer les causes de la déchirure de son aorte pour savoir ce qui a tué John en 2003. John était très actif et d'après des rapports, il réalisait lui-même ses cascades. Des traumatismes physiques peuvent engendrer une dissection aortique. Je me demande donc si cette déchirure mortelle avait été causée par une blessure qu'il se serait faite sur un tournage. Il était très casse-cou, ce qui n'est pas forcément recommandé. En 1989, John tient le rôle principal du film « L'amour est une grande aventure » de Blake Edwards, un réalisateur habitué des comédies dramatiques. L'amour est une grande aventure a marqué un tournant pour John. Il était jeune et déterminé, il voulait faire bonne impression.
Blake Edwards lui a proposé un rôle dans une comédie dramatique. Ça lui a ouvert la voie. C'est grâce à son humour qu'il obtient le rôle, comme à son habitude. Une fois, il a dit « Il faut souffrir pour son art ». Et ça a été le cas pour ce film. Il a dû faire 2 prises pour une scène dans laquelle plusieurs centaines de litres d'eau se déversaient sur lui. Une citerne entière pourrait raser une maison. Une demi-citerne pourrait écraser un être humain. Et c'est un tiers de citerne qui s'est déversé sur lui. 2 fois. Il s'est gravement disloqué l'épaule. Ça lui faisait vraiment mal. Un choc à la poitrine peut engendrer une pression conséquente sur l'aorte. Cette pression peut ensuite engendrer une déchirure. Le fait que John s'agitait beaucoup et qu'il réalisait lui-même ses cascades a pu endommager son aorte sur le long terme. Cependant, le risque de mort immédiate est de 85% dans ce cas de figure. Comme presque 15 ans se sont écoulés entre cette blessure et la mort de John, et que ses rôles ultérieurs ont été moins périlleux, je ne pense pas que ce soit ce choc qui ait induit la dissection aortique de John. Avant sa mort, à l'âge de 54 ans, John semblait être en bonne santé. 2 ans plus tôt, un rapport médical complet n'avait montré aucun signe inquiétant. John réalisait lui-même ses cascades et il se blessait souvent. Comme ces blessures dataient de plusieurs années, on ne peut pas affirmer qu'elles aient causé sa mort. Mais en m'intéressant au train de vie que John menait lorsqu'il était au sommet de sa gloire, un détail a attiré mon attention. Grillez-vous une Virginia. Il fumait. Pas mal, hein? Au départ, il s'est mis à fumer uniquement pour ses rôles. En termes d'odeur, ce n'est pas pire que vos pieds. Vous voyez? Sa cigarette était l'extension de son bras. Il fumait quand il était en groupe, il fumait pour ses rôles, et il n'y voyait aucun mal. Fumer, même occasionnellement, est mauvais pour la santé. Une seule cigarette suffit à endommager les artères. La choléine, substance que l'on trouve dans les cigarettes, empêche l'acheminement du cholestérol depuis les dépôts graisseux jusqu'au foie. Le cholestérol bouche alors les artères. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Si une artère devient rigide ou plus étroite, une dissection peut avoir lieu en cas d'augmentation de la pression artérielle. Mais d'après un rapport, John aurait arrêté de fumer en 1979. Des recherches récentes ont montré que les dégâts provoqués par le tabac sur les vaisseaux sanguins peuvent être inversés. Comme il n'avait pas fumé depuis 25 ans, je peux écarter le tabagisme des causes potentielles de sa mort. Pourtant, sur son certificat de décès, le médecin légiste a noté que l'hyperlipidémie était l'une des causes du décès. C'est une information non négligeable. L'hyperlipidémie, aussi appelée cholestérol, se traduit par un taux de graisse très élevé dans le sang. Cela peut être héréditaire, mais c'est le plus souvent dû à une mauvaise hygiène de vie. Je dois donc me pencher sur les habitudes alimentaires de John. Printemps 2002, Beverly Hills, Californie. 18 mois avant sa mort. John profite du calme de son foyer après avoir passé 10 mois à Broadway. Il parcourt des scripts qu'il a reçus à la recherche de son prochain rôle. John était un mauvais élève quand il s'agissait de nourriture. Il adorait manger. Après les tournages, on mangeait des bagels au saumon et à la crème. Parfois, on allait chercher des sandwichs au pastrami. Il ne commandait jamais de salade. Il préférait le burger du chef avec des frites. Le foie crée le cholestérol à partir du gras que l'on ingère. Cela fait partie du fonctionnement normal du corps. Mais si notre taux de lipides dans le sang augmente trop, les artères peuvent se raidir et se boucher, ce qui augmente la pression sanguine. C'est l'un des principaux facteurs qui peuvent mener à une dissection aortique. L'hypertension chronique accélère le processus naturel de vieillissement des tissus et entraîne un affinement de la paroi des artères, ce qui facilite les déchirures. Je ne peux pas affirmer que John avait de l'hypertension. Mais dans la plupart des cas de décès liés à des dissections aortiques,
Les patients en souffraient depuis plusieurs années. Cela nous mène à nous intéresser à un autre facteur de risque pour John. Comme beaucoup de cinquantenaires, son embonpoint se concentrait sur son ventre. Malgré son dynamisme lors des tournages, il avait tendance à prendre un peu de poids et à prendre des poignées d'amour aussi. Le problème de la graisse abdominale, c'est qu'elle compresse les organes internes, dont le cœur, et cela augmente les risques de dissection aortique. On a l'air d'être un peu plus gros à la télé. Donc, si on abuse un peu trop des sandwichs au pastrami, on remplit l'écran et on ne laisse pas de place pour les autres acteurs. Tout ça juste à cause du pastrami. Mon attention se porte sur des rapports qui montrent que le poids de John a énormément varié. Donc, je me demande s'il a été contraint de créer un déficit calorique pour perdre du poids, comme le font de nombreux acteurs. En 1979, alors qu'il est au sommet de sa gloire avec Vivre à 3, on propose à John d'avoir le rôle principal dans un film hollywoodien pour la première fois. On ne peut pas avoir le rôle principal quand on a quelques kilos en trop. C'est l'occasion pour lui de jouer dans la cour des grands. 2 ans après avoir épousé l'actrice et mannequin Nancy Morgan, ils attendent ensemble le premier de leurs 3 enfants. Dans Captain Avenger, il joue le rôle d'un acteur qui devient super-héros sans le vouloir, car il porte un costume pour la promotion d'un film. Quand il a auditionné pour le rôle de Captain Avenger, il avait une dizaine de kilos à perdre. L'équipe de production était très ferme. Ce n'était pas un second rôle. John avait tout à gagner. Il voulait obtenir le rôle principal. Il voulait être une star de cinéma. Et ce n'est pas possible quand on a du ventre. Il faut être mince. Pour pouvoir rentrer dans son costume, John a engagé un coach fitness d'Hollywood. Grâce à cette aide, il est descendu à 78 kilos pour 1,80 m. Au départ, il n'était pas capable de faire plus d'une traction. Après un programme de 3 mois, il pouvait en faire une dizaine avec un poids de 25 kilos attaché à ses hanches. Il a perdu tous les kilos qu'il avait à perdre, mais ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Un déficit calorique sur le long terme peut affecter le cœur et fragiliser les vaisseaux sanguins. Cela peut créer de micro-déchirures qui favorisent l'athérosclérose et les crises cardiaques. En plus d'être néfaste pour sa santé, le film a été un échec au box-office. Roger Ebert n'a pas été convaincu par le film. John cherchait le rôle parfait. Il savait que ce rôle existait, mais il se perdait dans ses recherches. Est-ce que John est décédé parce qu'il n'arrivait pas à connaître le succès à Hollywood ? Le médecin légiste de renommée mondiale, le docteur Michael Hunter, cherche à découvrir la vraie cause du décès de l'acteur de sitcom John Ritter. J'essaie d'identifier ce qui a déclenché la mort de John Ritter. Pour l'instant, j'ai découvert que John aimait manger gras et qu'il faisait le yo-yo avec son poids. Cela a fait augmenter son cholestérol et probablement sa tension, ce qui a pu déclencher sa dissection aortique. En regardant des photos, j'ai remarqué une irrégularité sur l'iris de son œil droit. Cela s'appelle un colobome. Et il y a souvent un lien avec les dissections aortiques. John avait cette particularité dans l'œil. On ne savait pas vraiment où il regardait. C'était une petite anomalie au niveau de sa pupille. Un colobome, c'est une anomalie créée par des tissus manquants dans les couches internes de l'œil. Cela peut former une sorte de trou dans l'œil. Chez certains individus, le colobome est lié au syndrome de Marfan. Ce syndrome affecte les organes et les tissus, dont l'aorte. Les différentes couches formant la paroi de l'artère ne sont pas liées entre elles. Le syndrome de Marfan est une maladie congénitale, ce qui veut dire qu'il serait né avec. Je dois donc creuser cette piste. Je crois que c'est arrivé suite à un accident. C'était au lycée. Il était avec des amis, il conduisait, et quelque chose est rentré dans son œil. À cause de ça, son œil droit n'avait qu'une vision périphérique. Comme le défaut dans l'œil de John était lié à une blessure de jeunesse, je peux l'exclure des causes possibles de sa dissection aortique.
Printemps 2002, Benedict Canyon, Beverly Hills, Californie. 16 mois avant sa mort. John lit des scripts de sitcom que son agent lui a envoyés. Son dernier succès remonte à 25 ans avec la série Vivre à 3. Les acteurs sont fous. On fait semblant d'être des adultes autonomes et rationnels, mais on est extrêmement anxieux. On se demande toujours si on va finir par retrouver du travail. Le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact énorme sur le système cardiovasculaire. En augmentant la pression sanguine, on sollicite davantage les parois des artères. Le stress a-t-il joué un rôle dans la mort de John? Après Vivre à 3, de nombreux réalisateurs ne pensaient pas que celui qui avait joué Jack Tripper pouvait également jouer des rôles sérieux. Qu'est-ce que je vais faire? C'est fini pour moi? Je ne suis plus aussi beau qu'avant. On ne veut plus de moi. C'est la saison des castings. John espère qu'on lui proposera un grand rôle. Il se contentait d'apparaître dans plusieurs séries en tant qu'invité. Il allait et venait entre plusieurs programmes. Il jouait des petits rôles dans des films, mais n'avait plus les rôles principaux. En apprenant qu'il avait eu le rôle principal de la sitcom Touche pas à mes filles, il se rend compte qu'il a déjà lu le script. Touche pas à mes filles, ce n'était pas du grand art. Malgré son manque d'enthousiasme, John sait qu'il ne peut pas refuser cette opportunité. Comme il a vu la carrière de son père s'éteindre doucement, il est conscient qu'avec la télévision, tout peut changer très vite. Tex ne faisait plus que des concerts. Il chantait à des rassemblements de country. John était à l'aise avec l'idée de se diversifier, parce qu'il avait vu la carrière en dents de scie de son père. Je pense qu'il savait parfaitement comment garder les pieds sur terre pour continuer à travailler. J'ai l'impression qu'il était sur tous les fronts. Car à chaque fois qu'un projet se terminait, on le voyait déjà sur une nouvelle sitcom. Touche pas à mes filles est la deuxième chance de John pour relancer sa carrière. C'est un pari gagnant qui lui rapporte gros. Ils ont eu un succès immédiat. Touche pas à mes filles a été un succès parce que John apportait un peu d'humanité à son personnage. C'était lui le moteur de la série. Touche pas à mes filles remporte l'Emmy de la meilleure série comique en 2003. John était une star sur la chaîne ABC dans les années 70 et il l'est redevenu dans les années 2000. D'après tous les témoignages, John a travaillé toute sa vie et il était habitué aux montagnes russes de la vie hollywoodienne. Je ne pense pas que le stress ait joué un rôle dans sa mort. Septembre 2003, studio Walt Disney à Burbank, Californie. 2 semaines avant sa mort. John Ritter est sur le tournage de Touche pas à mes filles. La série vient d'être renouvelée pour une 2e saison et John a signé un contrat qui peut lui rapporter plus de 40 millions de dollars en 7 ans. Alors qu'il répète une scène dans une cage d'escalier, il perd son souffle. Il courait dans les escaliers et son partenaire Robbie Benson a vu qu'il était vraiment essoufflé, mais n'a rien dit. Il n'a rien dit et c'est l'un des plus grands regrets de sa vie. Il ne voulait pas mettre John Ritter mal à l'aise. John avait fait installer un lit dans sa loge et il faisait la sieste entre les prises. Cela tire la sonnette d'alarme. En ajoutant cela à son manque de souffle, je pense que John savait que sa santé se détériorait. Lors de son scanner en 2001, John avait dit à sa femme que les résultats étaient bons. Mais ce n'était pas vrai. Sur le compte-rendu du scanner, il était indiqué que les artères autour du cœur de John étaient calcifiées. Un tel rétrécissement des artères peut causer la mort. Cela expliquerait pourquoi, 2 semaines avant de mourir, John s'essoufflait vite. Son cœur avait du mal à pomper assez de sang chargé en oxygène pour alimenter son corps.
Suite à son scanner, John a été dirigé vers un cardiologue, mais personne ne sait s'il y est vraiment allé. Le plus étrange, c'est que la famille de John n'avait aucune idée de tout cela. Il n'a parlé de son état de santé à personne. Je pense qu'il a voulu tout garder pour lui. Pour les acteurs principaux, l'investissement financier est énorme. Mon père nous disait, si tu es malade, garde-le pour toi, même si ce n'est qu'un rhume. Sinon, ils ne t'embaucheront pas. Il avait connu le succès avec Vivre à 3, et là, rebelote avec Touche pas à mes filles. Il ne voulait pas risquer de perdre ça. Il s'apprêtait à signer un contrat à 40 millions. Personne n'investirait autant d'argent sur une personne dont l'état risque de se dégrader ou qui risque de mourir. Il est très probable que la calcification de ses artères ait joué un rôle dans la mort de John. Le dépôt de calcium a progressivement bouché les artères, entraînant une pression supplémentaire sur les parois car le passage pour le sang était extrêmement réduit. Si la paroi de l'aorte de John était déjà fragile, cette pression supplémentaire a pu entraîner une déchirure. On sait que son hygiène de vie laissait à désirer. Il était en surpoids et avait du cholestérol, mais cela concerne beaucoup d'hommes dans la cinquantaine. Je ne pense pas que ces éléments soient suffisants pour expliquer sa mort. Comment se fait-il que John Ritter soit décédé 2 semaines plus tard? 11 septembre 2003, 7 heures, Benedict Canyon, Beverly Hills, en Californie. John est chez lui avec sa seconde femme, Amy Yazbek, et leur fille Stella. Il adorait son rôle de père. C'était un père formidable, vraiment formidable. C'est le 5e anniversaire de Stella. John l'a autorisé à ouvrir un cadeau et lui a demandé d'attendre qu'il rentre pour ouvrir le reste. Ce sera la dernière fois que sa fille le verra en vie. « 7h30, Beverly Hills, Californie, 16 heures avant sa mort. John commence sa journée à la salle de sport, comme souvent. Le sport aide à garder une bonne hygiène de vie. Mais un effort prolongé et trop fréquent peut être néfaste. Un effort trop intense peut faire augmenter la pression artérielle et solliciter davantage les parois de l'aorte. Il essayait de faire attention à sa santé pour pouvoir continuer à faire ce qu'il avait toujours fait. On ne sait pas quels exercices il faisait, donc on ne peut pas affirmer que le sport a engendré sa dissection aortique. Cependant, je peux dire qu'après sa séance de sport, John se rendait au travail. 11h30, studio Walt Disney à Burbank, en Californie. John est en studio pour le tournage de la sitcom à succès en compagnie de son ami Henry Winkler. Je me suis retrouvé sur le tournage de Touche pas à mes filles parce que John m'avait invité. Winkler est heureux que son ami connaisse de nouveau la gloire. Il sait que ce n'est pas donné à tout le monde. C'était génial. Il avait une série et du travail. Trouver du travail en tant qu'acteur, c'est mission impossible, peu importe qui en est. John ne veut pas perdre de temps sur le tournage. Entre son anniversaire de mariage, l'anniversaire d'Amy, l'anniversaire de sa fille, son anniversaire qui arrivait, c'était une grosse semaine pour John. Les répétitions reprennent dans l'après-midi. Rien dans son comportement, rien dans son attitude, rien n'indiquait que quelque chose n'allait pas. Rapidement, John dit à Henry qu'il se sent mal. À 16 heures, il m'a dit qu'il transpirait beaucoup et qu'il allait boire un peu d'eau. Moi, je suis allé mémoriser mon texte pour ne pas paraître nul. Je pensais que ça allait s'arranger. En nage et avec la nausée, John se réfugie dans sa loge. John ne se sentait pas bien. Il avait besoin de se reposer. Ça nous a tous étonnés parce que ce n'était pas dans ses habitudes.
C'est la dernière fois que j'ai vu mon ami John. Sans que personne ne le sache, John est en train de vivre les premières étapes d'un terrible accident cardiovasculaire. Transpirer, surtout sans effort, peut être annonciateur de problèmes de cœur. Les symptômes principaux d'un afflux sanguin trop important dans le cœur sont une douleur à la poitrine, une transpiration excessive et la nausée. 16h15. Les heures passaient et les nouvelles qui arrivaient n'étaient pas bonnes. On pensait à une intoxication alimentaire. John appelle sa femme Amy et lui dit qu'il pense avoir une intoxication alimentaire. Peu après, il lui laisse un second message et évoque une douleur à la poitrine. C'était rare que John se plaigne. Donc on l'a pris très au sérieux. On l'a emmené à l'hôpital. 17h. John est conduit au centre médical Saint-Joseph-Providence, l'hôpital même qui l'a vu naître presque 55 ans plus tôt. Son producteur, Flody Suarez, est à son chevet. John était mon ami, et je n'aurais jamais abandonné personne à l'hôpital. Malgré son état, John ne laisse rien paraître. Il fait même des blagues sur les vidéos qu'il devrait être en train de tourner. Une fois les médecins partis, je suis allé le voir et il a haussé les épaules en disant « Ça va, on va les faire, tes vidéos ». Même s'il était sûrement terrifié, il faisait rire les gens. C'était tout lui. C'est la dernière fois que l'on s'est parlé. 18h30. La femme de John arrive à l'hôpital. Amy est venue dès qu'elle a pu. Elle est restée avec lui tout l'après-midi et toute la soirée. La situation s'aggravait. 19h15. John présente tous les symptômes d'une crise cardiaque. Les médecins trouvaient que ça ressemblait beaucoup à une crise cardiaque. Les dissections aortiques sont particulièrement difficiles à identifier parce que les symptômes peuvent être très différents d'un patient à l'autre. L'apparition soudaine d'une très forte douleur est le symptôme le plus répandu. La douleur est généralement située dans le dos ou sur les épaules et se diffuse le long des bras. Dans les cas les moins fréquents, comme celui de John, la douleur peut être ressentie au niveau de la poitrine. Pour les patients qui ressentent une douleur dans la poitrine, il est 100 fois plus probable qu'il s'agisse d'une crise cardiaque que d'une dissection aortique. À 19h25, on injecte à John des anticoagulants. Les anticoagulants qui servent à fluidifier le sang sont généralement administrés lors de crises cardiaques, car ils permettent au sang de circuler plus facilement dans les artères bouchées. Mais si on traite une dissection aortique, le sang s'écoule déjà par la déchirure. Les anticoagulants sont donc à proscrire, car ils faciliteraient l'écoulement du sang et précipiteraient le décès. Les médecins en charge de John demandent une angiographie. À partir de là, ils se sont intéressés à son cœur. Ils voulaient éviter une opération chirurgicale. Une angiographie est un scanner pour lequel on utilise de l'iode, un produit de contraste qui permet de mieux voir le sang et de pouvoir mieux observer le système artériel. La solution est injectée à l'aide d'un tube souple et fin que l'on appelle cathéter. Cela permet de voir au scanner le sang qui circule dans les vaisseaux, ainsi que de repérer les vaisseaux bouchés ou obstrués. Au service de radiologie, avant que les médecins n'identifient la déchirure, le cœur de John s'arrête de battre. Les médecins insèrent un ballonnet de contre-pulsion pour maintenir les artères ouvertes. Le ballon de contre-pulsion intra-aortique sert à conserver un afflux sanguin pour garder John en vie. Les médecins pensaient traiter une crise cardiaque, mais à chaque action qu'ils réalisaient, la déchirure s'agrandissait. John est emmené au bloc pour une opération en urgence. À 22h, les médecins lancent le code d'alerte pour les urgences vitales. Dès qu'il est rentré au bloc, on a entendu le code d'alerte. Tout s'est dégradé extrêmement vite. Et c'était fini. À 22h48, malgré les efforts des médecins,
John Ritter est déclaré mort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il était parti. L'acteur populaire de sitcom John Ritter nous a quittés la nuit dernière. Il était âgé de 54 ans. Une anomalie au cœur qu'il ignorait l'a emporté. À 23 heures, j'étais au lit et on m'a appelé. John est parti. Je disais en boucle, comment ça, il est mort? J'étais avec lui cet après-midi. Il est juste allé chercher de l'eau. J'étais chez moi à Santa Barbara, je repeignais un mur. Quelqu'un m'a appelé pour me présenter ses condoléances et je me suis écroulée. Je n'oublierai jamais. C'est difficile à expliquer. J'étais dévasté. C'était mon frère, mon meilleur ami. Je n'étais pas heureux de le perdre. La famille de John est profondément attristée. Pour sa famille, les résultats de son scanner étaient bons. Un procès a été lancé pour homicide involontaire suite à la mort de John Ritter. Amy poursuit l'hôpital en justice pour faute professionnelle. Elle dit que s'il avait reçu les soins nécessaires et que si son diagnostic avait été correctement réalisé ce soir-là, il serait toujours en vie. À l'issue du procès, les jurés ont déclaré que les médecins qui se sont occupés de John l'ont fait en toute bonne foi. À 9 contre 3, le verdict a été rendu. Les médecins ne sont pas reconnus coupables. Même s'ils n'ont pas repéré sa dissection aortique dès le départ, on ne peut pas parler de négligence médicale. Les dissections aortiques sont les affections cardiaques les plus meurtrières. 22% des patients souffrant d'une dissection aortique décèdent avant même d'avoir reçu des soins. La mort de John est évidemment une tragédie, mais elle n'est pas liée à une erreur médicale. J'aimerais quand même découvrir les causes de la dissection aortique de John. Il était jeune et les personnes les plus touchées ont généralement entre 60 et 80 ans. En arrivant à l'hôpital, John avait la nausée et une forte douleur dans la poitrine. Sa pression sanguine avait diminué, son rythme cardiaque s'était accéléré. Il semblait également que ses poumons étaient en train de se congestionner. Tous ces symptômes indiquent une crise cardiaque. De ce fait, les médecins ont concentré tous leurs efforts sur le traitement d'une crise cardiaque et non sur le traitement d'une dissection aortique. Mais le dossier médical de John indique que sa dissection aortique était due à une rupture d'anévrisme de l'aorte thoracique ascendante. Un anévrisme, c'est une dilatation d'une portion d'une artère causée par une fragilité de la paroi. La cause la plus répandue pour les ruptures d'anévrisme de l'aorte thoracique est le durcissement des artères. Les patients qui y sont particulièrement sujets sont ceux qui ont du cholestérol, de la tension et les fumeurs. Les anévrismes ne se forment pas du jour au lendemain. Cela peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai des raisons de penser que John ignorait les signaux que son corps lui envoyait. C'est vrai que parfois, il se plaignait de douleurs dans la poitrine. Il prenait beaucoup d'antiacides. Sur la fin de sa vie, il en avait toujours dans sa poche. Je ne savais pas du tout à quel point c'était sérieux. Pour moi, c'était parce qu'il mangeait très épicé. On détermine souvent seul que l'on a eu une indigestion. Souvent, les gens confondent brûlure d'estomac et douleur dans la poitrine. Et ils évitent d'en parler pour ne pas déranger les autres. John pensait que c'était une remontée acide. Il voulait garder ça pour lui et retourner travailler. Au final, il a ignoré les symptômes d'un anévrisme cardiaque qui lui a coûté la vie. C'est une petite fille que je viens de trouver en arrivant. Non, c'est ma fille, Stella. Elle a l'air sage pour une petite fille abandonnée. Merci. Toute gentille. Elle est un peu timide. Il était très stoïque et on l'admirait pour ça. Il faisait son travail, il protégeait sa famille, il s'occupait de sa carrière. Mais à force de vouloir s'occuper de tout, il ne s'est pas occupé de lui-même comme il aurait sûrement dû le faire.
John! John, s'il vous plaît! Dans le dossier médical, un autre élément attire mon attention. Je me demande si John n'était pas tout simplement génétiquement prédisposé à avoir une dissection aortique. Le 2 janvier 1974, le père de John est décédé soudainement dans un palais de justice, en attendant pour payer la caution de son guitariste. Mon père est décédé très soudainement et très rapidement, exactement comme John. J'ai fait le rapprochement avec son père, qui lui aussi est décédé jeune. Tex Ritter est mort très rapidement. Tout le monde pensait que c'était une crise cardiaque, car une dissection aortique y ressemble. De plus, en 1974, on ne savait pas distinguer l'une de l'autre. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, les membres de la famille de John ont passé des examens pour déceler des signes de faiblesse sur leurs aortes. Amy a été géniale. Elle a rassemblé tout le monde, tous ses enfants. Ils ont tous pris la chose très à cœur. Seul Tom, le grand frère de John, avait la même prédisposition. Il s'est fait opérer. On a consolidé mon aorte grâce à l'accident de mon frère. C'est comme un cadeau que John faisait à son frère. Il lui a offert une vie plus longue parce qu'on a découvert ce problème. Suite à sa mort, Amy Asbeck, désormais veuve, crée la fondation John Ritter afin de sensibiliser les gens à la santé aortique. Le message que l'on veut faire passer, c'est faites-vous dépister. Parce que si un membre de votre famille est atteint, il est probable que vous le soyez aussi. Le fait d'avoir retrouvé la même fragilité dans l'aorte du frère de John et que son père soit décédé de la même façon indique que John était bel et bien prédisposé à cette affection. Mais je ne peux ignorer les habitudes de vie de John qui ont contribué à le tuer si jeune. Son régime alimentaire et son surpoids ont joué un rôle dans la détérioration de ses artères, et c'est ce qui l'a tué. Mais selon moi, ce qui posait réellement problème dans la vie de John, c'était son rythme effréné. Il voulait toujours tout donner pour ses rôles, tant et si bien qu'il n'avait plus l'énergie de s'occuper de lui-même. Je pense être quelqu'un de très positif. Je tiens ça de mes parents. Ma mère se réveille pleine d'énergie et elle n'est jamais vraiment fatiguée. Peu importe où il était, il illuminait la pièce. Il dégageait cette aura. Il éblouissait tout le monde. Jimmy Dean? Celui qui vend des saucisses? Alors j'ai répondu, non, James Dean. Vous ne connaissez pas James Dean? Parfois, lorsque l'on perd un proche, ça crée un vide que l'on ne pourra jamais combler. Ce qui me fait lever le matin, c'est cette idée que l'on est ici pour s'aimer les uns les autres et pour prendre soin les uns des autres. Je me suis toujours dit qu'il était mort parce qu'il riait trop fort. Il avait un cœur énorme et il me manque terriblement. Et quand nous retournerons au ciel, je lui dirai que je ne faisais que mon travail. Vous êtes sûrement les faux rires qui apprécient le plus mes blagues.